Vous en êtes certainement déjà procuré dans une pharmacie, je veux parler des antibiotiques. D'après l'OMS, l'usage abusif ou excessif des antibiotiques accélère le phénomène de la résistance et selon les chiffres de 2018, celle-ci toucherait plus de 500 000 personnes présentant des infections bactériennes dans 22 pays. Aujourd'hui, dans votre émission La Vie, nous verrons comment l'usage massif ou inapproprié des antibiotiques peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Cette semaine, plongez dans le quotidien d'une jeune femme kenyane vivant avec l'endométriose, une maladie gynécologique méconnue. Puis, destination Lagos, où les autorités sanitaires ont du mal à convaincre les amateurs de viande de brousse du risque lié au virus Ebola. Enfin, nous verrons comment la lutte contre la résistance aux antibiotiques se corse au Malawi, compliquant ainsi la vie de nombreux médecins et patients. Selon les experts de la santé sur le continent, l'antibiorésistance est souvent due à l'automédication, l'achat de médicaments dans la rue ou encore une mauvaise prescription. Et les conséquences peuvent être lourdes. Augmentation des dépenses médicales, prolongation des hospitalisations ou hausse de la mortalité. Alors, comment réduire l'impact et limiter l'antibiorésistance? Notre reporter Rhoda Odhiambo est allée enquêter au Malawi, un des pays africains les plus touchés par ce phénomène. Lorsque vous avez une infection, les médecins vous prescrivent des antibiotiques et vous devriez vous sentir mieux après quelques jours. Mais pour beaucoup, ces médicaments ne fonctionnent plus et certaines personnes ont même perdu la vie. Le Malawi est l'un des pays les plus touchés par ce phénomène et c'est justement là-bas que je me rends pour découvrir leur impact sur les Malawites. Voici Blazer. Il a 8 ans. Blazer a été mordu par un crocodile alors qu'il pêchait. J'ai poussé le bâton que je tenais dans la gueule du crocodile, mais rien n'y a fait. Il a ensuite mordu le bas de ma jambe. Je n'ai pas arrêté de le frapper et il a fini par lâcher prise et retourner dans l'eau. Bien que Blazer ait remporté son face-à-face avec le crocodile, il risque de perdre sa jambe infectée par une bactérie coriace. Depuis son admission ici, il est suivi par Kennedy Kashingwe. Blazer a une bactérie très rare appelée Acinetobacter. Elle résiste à presque tous les antibiotiques que nous avons ici, à l'exception de l'un d'entre eux, le meropenem, qui est le plus puissant antibiotique que nous avons ici. Si cette infection pénètre son système sanguin, cela signifie qu'il va tomber malade. Alors, comment les médicaments deviennent-ils impuissants face aux bactéries? Eh bien, si vous avez une infection bactérienne, les médecins vous prescrivent des antibiotiques. Ceux-ci détruisent la membrane cellulaire des bactéries et vous êtes guéri. Si toutefois vous ne finissez pas votre traitement antibiotique, la bactérie va s'habituer aux médicaments et développer une résistance. C'est ainsi que les bactéries gagnent la guerre contre les antibiotiques. Outre le mauvais usage d'antibiotiques, vous pouvez contracter différentes souches de bactéries dans n'importe quel environnement, y compris les hôpitaux. Au laboratoire de l'hôpital, les médecins continuent à examiner les prélèvements de Blazer. Ils essaient de trouver un antibiotique qui pourrait tuer le virus sur sa plaie. Mais aucun des tests sur les prélèvements de Blazer n'a été fructueux. Le meropenem est l'antibiotique le plus puissant du Malawi. Les médecins ici le surnomment la dernière ligne de défense. Il n'est utilisé que lorsque tous les autres antibiotiques ont échoué. Et il est inquiétant que les bactéries qui émergent ici ne puissent pas être éliminées. Je décide de visiter l'hôpital pour comprendre pourquoi. Près de 1500 patients sont admis à l'hôpital central de Kamuzu, le tout sous la supervision de quelques médecins seulement. Dans cette seule section, plus de 70 enfants sont gravement malades.
Comment pouvons-nous procéder à la gestion des antibiotiques dans un tel environnement où, par exemple, vous avez un patient qui a une infection qui ne peut pas être traitée avec les médicaments habituels et un autre qui vient avec autre chose et vous associez des patients comme ceux-ci? Je veux dire que nous combattons tout cela. Je pense qu'il faut commencer par la prévention des infections. De l'autre côté de l'hôpital, dans une section réservée aux femmes, Mfatchao Djali, âgée de 19 ans, prend soin du seul enfant qu'elle aura. Après avoir accouché ici, elle a développé une infection bactérienne qui ne pouvait pas être guérie avec des antibiotiques classiques. Le seul moyen de lui sauver la vie était de lui enlever son utérus. L'opération n'a pas seulement affecté le corps de Mfatchao, elle a aussi eu un impact sur ses émotions. Mon mari et moi sommes très jeunes et j'ai peur qu'il ne me quitte pour faire un bébé avec une autre. Mfatchao et Blazer ne sont que deux des nombreux Malawites dont les infections ne peuvent être traitées avec les antibiotiques disponibles dans le pays. Pour Mfatchao, la résistance aux antibiotiques a conduit à une opération irréversible, tandis que la vie de Blazer reste menacée. Nous retrouverons Rhoda plus tard dans cette émission. Pour le moment, parlons d'une maladie méconnue et taboue. Il s'agit de l'endométriose, un développement du tissu utérin en dehors de la cavité utérine. En plus de causer des douleurs insupportables, l'endométriose bouleverse la vie sexuelle et peut causer l'infertilité chez la femme. Siru Muriuku, une jeune femme kenyane souffrant de cette maladie, a accepté de partager son histoire avec nous. Je m'appelle Siru Muriuku. Je suis journaliste à la BBC et j'adore ce que je fais. Comme on dit, si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez aucune journée de travail. Donc, je ne travaille pas. J'adore juste ce que je fais. Je souffrais d'une douleur chronique et j'avais besoin d'antidouleurs pour passer une journée tranquille. Et j'avais des règles très douloureuses. Puis, je suis arrivée à un stade où j'avais mal tous les jours. Je prenais tous les jours des calmants. J'en avais besoin pour survivre. J'avais tous les jours des antidouleurs dans mon sac ou dans ma voiture. J'en avais toujours sur moi. Au début, je ne ressentais pas de douleur quand je voyais mes règles. Mais arrivé au lycée, j'ai arrêté des cours à cause des crampes que j'avais. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a répondu que ces choses sont normales et que toutes les femmes sont passées par là. Mais quand la douleur s'est intensifiée, elle s'est dite « Bon, nous avons tous eu des crampes, mais toi, soit tu en fais trop, soit ta douleur n'est pas normale. » Je me souviens qu'un jour à l'université, mes règles sont venues un peu plus tôt que d'habitude. Je n'avais pas apporté mes calmants avec moi. Je me suis dit, oh mon Dieu, que vais-je faire? Puis j'ai appelé ma mère pour lui expliquer la situation. Elle a rappliqué sur le champ et m'a demandé si je suis allée à l'hôpital. J'ai dit non. Ensuite, elle m'a amenée au centre de santé de l'université. Pendant qu'on me posait des questions, je ressentais une douleur intense dans la zone de mon bas-ventre, très intense. D'une telle intensité qu'aucun mot ne peut exprimer. Sur une échelle de 1 à 10, très peu de personnes ont atteint le niveau 10, mais je n'en étais pas loin. C'était horrible. Je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, on m'a injecté des antidouleurs. J'ai découvert plus tard que j'avais un kyste ovarien qui avait rompu. La semaine d'après était mon premier rendez-vous chez un gynécologue. Il a fait une échographie qui a montré que j'avais une masse dans mon utérus appelée endométrium. D'après leur diagnostic, j'avais une endométriose. L'endométriose provoque chez la femme un écoulement interne des menstrues plutôt qu'externe.
La technique la plus simple pour voir l'endométriose est de placer un petit télescope à travers le nombril. Il agrandit l'image des organes internes. C'est fait sous anesthésie. La réponse franche et directe est que l'endométriose est incurable une fois qu'elle s'est installée. Nous essayons juste de gérer la situation. Le docteur que j'étais partie consulter m'avait prescrit des médicaments hormonaux qui devaient arrêter mes règles. Tout allait bien pendant quelques années, puis la douleur a repris. C'est à ce moment que j'ai eu ma première opération de laparoscopie. Il y a un remède local que l'on peut utiliser pour calmer la douleur. Elle consiste à mettre une bouteille d'eau chaude sur le bas de l'abdomen, juste au début de l'apparition des règles, pour améliorer le flux sanguin vers le bassin. Des milliers de femmes à travers le monde souffrent d'endométriose et jusqu'à présent, on nous dit qu'elle est incurable. Et cela vous affecte physiquement et émotionnellement. Dans quelques instants, nous retrouverons Rhoda et les développements de son enquête sur l'antibiorésistance au Malawi. À tout de suite. Vous suivez votre émission La Vie de la BBC. Tout à l'heure, notre reporter Rhoda a fait la rencontre de 2 patients malawites atteints d'infections bactériennes et qui peinent à trouver les antibiotiques qu'il leur faut. Nous sommes en 2019 et si nous avons la chance de vivre de manière plus saine et mobile, c'est certainement grâce aux avancées de la science. En effet, au cours du siècle dernier, si l'espérance de vie a augmenté partout dans le monde, c'est en partie grâce aux découvertes issues de la lutte contre les infections. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se procurer des antibiotiques et cela pourrait être dû à leur usage excessif. Repartons au Malawi où notre reporter Rhoda poursuit son enquête. Au Malawi, il est interdit aux pharmaciens de vendre des antibiotiques sans ordonnance. Mais on m'a dit que certains pharmaciens se préoccupent de l'argent et non de la loi. Dr Tunda, que ressentiriez-vous si j'achetais du Meropenem? Je ne m'attendrai pas à ce qu'on vous donne du Meropenem aussi facilement. Eh bien, je vais relever le défi. En compagnie du journaliste spécialisé santé locale, Susgo Chitete, nous allons voir si nous pouvons réellement acheter des antibiotiques sans ordonnance ici à Lilongwe. Donc, à la première pharmacie que nous avons visitée, j'ai réussi à acheter la dernière ligne de défense du Malawi. Qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? C'est assez triste si l'on considère que c'est la dernière ligne de défense et qu'elle a été vendue sans exiger une ordonnance. Il y a de quoi s'inquiéter. Concernant les autres pharmacies auxquelles nous nous sommes rendus, elles ne nous ont pas vendu tout simplement parce qu'elles n'en disposaient pas, mais elles nous ont recommandé d'autres pharmacies. Oui, et je pense que si elles en avaient eu, elles nous en auraient vendu. Nous repartirons à Lilongwe, la capitale malawite, plus tard. Pour l'instant, cap sur Lagos, au Nigeria, où la consommation des viandes de brousse est encore prisée. Si les autorités sanitaires ont établi un lien entre la consommation de ces viandes et le risque de contracter le virus Ebola, il semble difficile d'impulser un changement des comportements. Notre reporter Charles Mbolu vous en dit plus. Tôt le matin à Badagry, dans la ville de Lagos au Nigeria. Nous sommes ici pour rencontrer Awolabi Avoshegomu, un chasseur sur le point d'aller sur le terrain. Awolabi, comme de nombreux chasseurs de la région, va tous les jours dans la forêt pour chasser des animaux sauvages et les vendre comme viande de brousse. Ce terme recouvre tout ce qui va des grandes antilopes aux écureuils utilisés dans différents mets nigérians.
Il chasse depuis son enfance et connaît donc le moment propice. Ah, Oga, tu as eu quelque chose? Oui, C'est un singe? vous voulez l'acheter? Ce dont Owolabi et d'autres ne sont pas conscients, c'est qu'ils sont peut-être en contact avec des corps abritant différents virus, notamment Ebola. La maladie à virus Ebola est extrêmement contagieuse et souvent mortelle chez l'homme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola se transmet des chauves-souris infectées aux animaux sauvages. Un contact étroit avec le sang ou d'autres fluides corporels de ces animaux infectés peut provoquer la contraction du virus par l'homme. Les contacts ultérieurs entre humains provoquent la propagation de la maladie. Une fois infecté, les symptômes apparaissent entre fièvre, fatigue, douleurs musculaires, maux de tête et maux de gorge. Viennent ensuite des vomissements et parfois des saignements internes et externes. Lorsque la maladie a frappé le Nigeria en 2014, elle a tué 8 personnes. Mais sur le continent africain, le virus Ebola en a tué plus de 11 000, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies. Mais Owolabi n'a pas peur, bien qu'il touche la carcasse du singe à main nue. Ce singe, il n'a aucun virus. Je mange des singes depuis plus de 36 ans. Tu vois ça? C'est un singe. Je veux le manger maintenant ou peut-être le vendre. J'ai un client à qui je vends toujours mon gibier. Actuellement en République démocratique du Congo, les cas d'Ebola sont en hausse. Plus de 500 Congolais sont morts du virus. Plus de la moitié des victimes sont des enfants, selon le ministère de la Santé du pays. Il est encore très tôt. Nous sommes maintenant sur le principal marché de Badagry, où des viandes de brousse de toutes sortes sont vendues et où Owolabi vient vendre la sienne. Ça, c'est un rongeur. Ça, un serpent. Et ça, un singe. Mais qu'est-ce que ces commerçants et acheteurs savent d'Ebola et le lien que cela pourrait avoir avec la viande de brousse? J'ai l'habitude d'acheter comme celle-ci et je vais la faire cuire et la vendre avec une soupe au poivre. Celle-ci n'a aucune infection. C'est très très correct. Certaines personnes ne savent pas ce que c'est la viande de brousse. Ils pensent que s'ils mangent des serpents ou des singes, ils tomberont malades. Mais j'ai toujours mangé la viande de brousse, je n'en suis jamais tombé malade. Akin Osibogun est professeur de santé publique, consultant et épidémiologiste au Centre hospitalier universitaire de Lagos. Il travaille également en partenariat avec le Centre nigérian de contrôle des maladies. Le fait que vous ayez échappé à la transmission ne signifie pas que le virus n'a peut-être pas été présent. Certains des facteurs qui déterminent si vous contractez le virus incluent par exemple le niveau de concentration du virus chez l'animal pour commencer et le niveau de concentration qui vous a atteint. Ainsi, la dose d'agent infectant définie déterminera si votre système est contaminé. Mais si la dose ou la quantité de virus transmise n'est pas très importante, l'organisme dispose d'un mécanisme de défense naturel et vous pourrez peut-être interrompre l'infection. Différents organismes ont également différents canaux de transmission. Bien entendu, certains organismes sont spécialisés dans la transmission par le biais de fluides corporels tels que le virus Ebola par exemple. Les fluides corporels, le sang, la salive et la sueur peuvent être le véhicule de la transmission de certains agents tels que le virus Ebola. Donc, quand les chasseurs et autres amateurs de viande de brousse tuent ces animaux et qu'ils doivent bien sûr les disséquer, vous savez, dans ce processus, ils ne portent pas de gants. Vous savez, ils ne se protègent pas eux-mêmes. Ils sont donc exposés à ces fluides corporels. Et si l'animal a été infecté, le risque sera donc élevé. Benga Akin Phillips mange de la viande de brousse tous les jours et n'est pas gêné par les risques. Si le gouvernement dit que nous devrions arrêter de manger de la viande de brousse, je pense que je ne vais pas arrêter. Vraiment, je ne vais pas m'arrêter. Je continuerai à en manger car je ne vois rien de mal à cela. C'est bon, vraiment, vraiment bien. Je ne vais donc pas m'arrêter. Il sera difficile d'effacer une tradition qui se pratique depuis des décennies.
Osibogun dit qu'il y a moyen de limiter les risques. Si vous voulez prévenir ça, si les gens doivent continuer à manipuler de la viande de brousse, il faut qu'ils prennent certaines précautions en portant un dispositif de protection individuelle. Le gouvernement nigérian se dit au courant de ce débat et mène actuellement des programmes de sensibilisation. Le Centre nigérian de contrôle des maladies a déclaré qu'une équipe d'experts avait été mise sur pied pour atténuer les risques et qu'un avis de santé publique avait été activé pour rappeler systématiquement au grand public ce qu'il fallait faire pour prévenir une éclosion et aussi que faire en cas d'épidémie. Bonjour Dr Nyo. Comment peut-on se procurer des antibiotiques au Sénégal? Au Sénégal, dans les normes, pour se procurer un antibiotique, il faut un test au labo qu'on appelle antibiogramme. Et ce test permet de voir la sensibilité d'une bactérie face à un antibiotique. Et d'après ce test, le médecin va prendre sa décision par rapport à l'antibiotique spécifique pour tel type de bactérie et du coup, il fait une prescription. Donc, si je comprends bien, il n'est donc pas possible de se procurer des antibiotiques sans présenter une ordonnance. Dans les normes, oui, il est impossible de se procurer un antibiotique au Sénégal sans une prescription d'un médecin. Merci beaucoup, Dr Nyo. Repartons à Lilongwe où notre reporter Roda va exposer les résultats de son enquête aux professionnels de la santé au Malawi. Parviendront-ils à trouver une solution ? Le docteur Watipazo Kasambara dirige la campagne du gouvernement pour un bon usage des antibiotiques. Nous sommes tous à blâmer. Nous avons d'une manière ou d'une autre accentué le problème et contribué à accroître le taux de résistance aux antibiotiques. De toute façon, les patients prennent des antibiotiques. Ils se soignent eux-mêmes. Quand ils ont de la fièvre ou sont malades, ils se rendent tout simplement à la pharmacie, achètent le médicament et s'en vont. Quel médicament vous choquerait si je parvenais à l'acheter? De la ciprofloxacine. Je serais sous le choc si quelqu'un réussissait à s'en procurer dans une pharmacie juste comme ça. Ok, j'ai quelque chose à vous montrer. Voici ce que j'ai acheté. Et pas un, ni deux, mais trois. L'avez-vous obtenu sans ordonnance? Sans ordonnance. Êtes-vous sûr? Sans ordonnance. Cela signifie que la personne qui vous a vendu le médicament n'est pas un pharmacien. Ce ne sont que des agents commerciaux qui sont à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils ont un pharmacien à l'intérieur et que vous montrez l'ordonnance à celui-ci au comptoir, il va vous conseiller par rapport à ce médicament. Et vous obtiendrez le médicament au comptoir, pas depuis l'étagère. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non. On m'a donné le médicament au comptoir de la pharmacie où il est inscrit « prescription écrite ». C'est là-bas que je l'ai eu. Le docteur Watipazo se sent clairement trahi par les méthodes de certaines pharmacies. J'ai eu l'occasion de présenter mes preuves à la Société pharmaceutique du Malawi et de montrer à quel point il était facile d'acheter des antibiotiques sans ordonnance. Voici leur réaction. L'association considère que ces pharmacies ont violé la loi. La vente de médicaments sans présentation d'ordonnance, tels que les antibiotiques, est en effet un facteur contribuant à la résistance aux antibiotiques. L'association à elle seule n'a aucun rôle à jouer concernant la discipline de ses locaux et de ce personnel. La vente incontrôlée et l'utilisation irrationnelle d'antibiotiques demeurent parmi les plus grands défis dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Sans des mesures plus strictes dans des pays tels que le Malawi, les coûteuses conséquences de l'utilisation abusive d'antibiotiques continueront à être subies par ceux qui n'ont pas les moyens de payer un traitement complet. C'est tout pour ce numéro de votre rendez-vous santé et bien-être, la vie de la BBC. En attendant, n'oubliez pas de toujours demander conseil à votre médecin traitant avant de prendre des antibiotiques.
Prenez soin de vous et à très bientôt.